si tu as envie de rabaisser la qualité de tes vins, enfin de tes champagnes en mettant du chardonnay, tu fais ce que tu veux, mais jamais chez moi, ça c'est sûr. Le chardonnay, j'en veux pas. Non, mais c'est que je demandais à Romain, du coup, on faisait du champagne avec quel type de grappe en fait? Ok. Et ben 99% des grappes utilisées, donc c'est le meunier, le pinot noir et le chardonnay. C'est à peu près un tiers, un tiers, un tiers. Hein. Et puis après il y a quelques cépages secondaires, des cépages, des anciens cépages, hein. Le petit mélier, l'arbal, le pinot blanc et le pinot gris. Mais ça c'est très minoritaire. Mais voilà, les 3 cépages les plus importants c'est meunier, pinot, chardot. Et voilà. Mais t'es pas obligé de mettre les 3, hein, attention. Hein. Si t'as envie de rabaisser la qualité de tes vins, enfin de tes champagnes en mettant du chardonnay, tu fais ce que tu veux, mais jamais chez moi, ça c'est sûr. Le chardonnay, j'en veux pas. Non, généralement le chardonnay, moi là j'en ai fait un blanc de blanc en 2025, mais généralement moi je le mets dans mon coteau. Parce que je sais pas. Justement, pour préciser un peu ça, dans le langage commun, comment tu les appelles? Les 100% Chardot, les 100% Meunier, les 100% Pinot Noir? Et ben les 100% Chardot, c'est les blancs de blanc, hein, qui sont. Les blancs de blanc, c'est des champagnes qui sont issus de chardonnay. Et les blancs de noir, c'est des champagnes qui sont issus soit de meunier, soit de pinot, ou de pinot et de meunier. Chez nous, on pourrait faire 50 000 bouteilles, mais on produit entre 20 et 30 000 chaque année. Histoire de sécuriser un peu aussi la trésorerie pour vendre un peu de raisin au négoce. Okay. Ça, c'est important de le dire, ça, ouais. Parce qu'on a cette chance de pouvoir vendre des raisins au négoce. Tu gardes toujours un peu cette passerelle négoce. L'nerf de la guerre, c'est la trésorerie. Hein. Bah oui, c'est ça. Au moins, tu sais. Est-ce que tu peux expliquer, parce qu'il y a beaucoup de spécificités sur le vignoble champenois quand même. Ça commence par être les seuls à faire du champagne et ça peut finir avec des prix qui sont entre guillemets fixés par des grandes maisons un peu au dernier moment, en passant par une réserve perpétuelle. Enfin, il y a beaucoup de sujets autour du champagne, mais juste pour faire un focus là par exemple là-dessus, le négoce aujourd'hui, c'est ce qui vous permet de vivre. Aujourd'hui, le négoce, c'est ce qui nous permet de faire du volume dans la vente globale de champagne. Grâce au négoce, on peut avoir des appellations assez hautes. Je prends une moyenne de 10 000 kg hectare. Hein. Ça fait à peu près 8 000 bouteilles à l'hectare. Hein. Si j'arrondis, hein. Si je dis pas de bêtises. et ça nous permet, grâce au négoce, d'avoir un kilo de raisin qui est acheté avec un prix assez intéressant, et 2 du volume. Donc encore une fois, grâce au négoce, on a des belles appellations. C'est aussi pour ça, tu penses que j'ai pas rencontré moi un champenois qui a craché sur les grandes maisons? C'est rare. Ouais. C'est rare parce que. Bah non, mais d'une paroisse extérieure, ça paraît être une guéguerre. Et en fait, non, moi, beaucoup de champenois m'ont dit non, ça participe de l'écosystème et du boulot. Surtout avec, je pense, le boulot de certaines personnes qui ont travaillé dans les grandes maisons dernièrement, qui font des vraies passerelles entre les champagnes de vignerons et les grandes maisons de négoce, quoi. Donc, est-ce que pour toi, ça va ensemble, même si peut-être qu'il y a un développement des maisons perso, enfin t'en es l'exemple, de mettre un nom sur une bouteille, de développer des gammes, faut savoir que ce que propose aujourd'hui le négoce, c'est une vision différente de ce que propose le vigneron. Si tu veux, le négoce est là pour faire du champagne avec les raisins de la Champagne,
des vins classiques. Ouais. Nous, c'est pas. C'est quoi, Nous, c'est nous- des champagnes identitaires, c'est des... Nous, on propose des champagnes identitaires. Et ce que j'aime dire, c'est que nous, on propose des vins d'histoire. Le négoce, lui, il propose des vins classiques, consensuels. Il propose un goût maison. On parlait tout à l'heure des vins de réserve. Le goût maison, ça, c'est le négoce qui doit le mettre en place. Nous, on doit montrer le millésime, on doit montrer notre travail, notre savoir-faire. Et c'est pour ça qu'on est complémentaires. Et puis, il y a un groupe que je n'ai pas cité, c'est la coopérative, qui regroupe plusieurs vignerons. Qui est un peu la Qui est aussi passerelle entre les importante. deux. Ouais, C'est ça. Ouais. Qui, elle aussi, essaye de sortir du volume, qui, elle aussi, essaye de sortir des vins peut-être plus identitaires, Maintenant, oui. régionaux, Ouais. enfin plus Ouais. locaux, quoi. Tu Ouais, dis, c'est ça. Mais là, c'est ma fille cette année qui a quand même pas mal décoré la jarre, tu vois. Elle dessine bien. Elle a 9 ans. Bah ouais, c'est... Et ils ont tous mis leurs mains. Bon, ça, c'est Symposium. Symposium. Mais je trouve ça génial. La base de notre métier, déjà, c'est de rentrer des raisins. Moi, je pense que je suis convaincu déjà, pour faire du bon champagne, il faut rentrer des raisins mûrs. C'est-à-dire attendre. En champagne, il y a la maturité technologique. Hein. On l'atteint aux alentours de 9, 9,5. Par contre, ce n'est pas la maturité phénolique. La maturité phénolique, elle arrive généralement beaucoup plus tard. Cette année, elle est arrivée sur des vins clairs qui sont entre 11 et 12 degrés. Je fais un top. Je pense à Jérémy, mon caméraman, tu viens de me donner 3 informations. Et je pense à lui qui n'en a compris aucune. Un Jérémy. Mais je pense qu'il a qu'à se documenter. Hein, Ah bah, avant je de crois que venir. c'est clair. Si tu sais pas, tu viens pas et puis c'est tout. ça. Non, juste pour expliquer un peu à un néophyte les différences des deux maturités que tu viens de citer. Ouais. Ainsi que l'aspect technologique qui est propre à la Champagne. Ouais, alors nous, on fait des... faut savoir que le champagne est issu d'une double fermentation. Une en cuve, une en bouteille. Et du coup, on vendange des raisins. Le minimum légal, c'est avec un degré potentiel de 9 degrés. Pour se garder une marge, Pour aller jusqu'à 11 11 degrés. degrés dans la bouteille là derrière. Le cahier des charges dit tu dois rentrer des raisins maximum à 11. Donc du coup, pour permettre de garder une certaine acidité et un certain équilibre entre le sucre et l'alcool, on va rajouter du sucre pour compléter le degré entre 9 et 11. Étape qu'on appelle... La chaptalisation. Je te remercie. Je t'en Non, prie. c'est pour essayer de faire Non, le mais ça- cheminement, tu vois, Ouais, c'est important. ouais. Du coup, donc on arrive sur des vins après fermentation, on appelle des vins clairs à 11 degrés. Et on va faire une deuxième fermentation en bouteille pour arriver sur des champagnes entre 12,5 et 13. En fonction de si c'est des vins, des bruts de 100 années qui sortiront à partir de 15 mois ou des millésimes qui sortiront à partir de 3 ans. Normalement, les millésimes, on cherche plutôt Oui. 13. Oui. Voilà. Tu les laisses attendre. C'est ça. Mais bon, nous, comme on a tendance à vouloir attendre les maturités donc phénologiques. Phénologiques. Non, Ouais, phénoliques. phénolique. Alors, comment nous. Calme-toi. Ça, c'était bon, ça. Ça va le faire. Nous, comme on a tendance à vouloir attendre les maturités phénoliques, donc le degré, il continue à monter tout en gardant de l'acidité. Donc, généralement, nous, on vendange plus aux alentours de 10,5, 11,5. Cette année, le vin était à 11,5. Ok. Tout en gardant de l'acidité. L'acidité, ouais. Mm. Il faut que tu aies ta trame quand même. Après, quand tu as une baisse d'acidité, on a ce qu'on appelle un
un gain en salinité. Ouais. Donc, des années comme 2020, l'acidité commençait à baisser, on gagnait en salinité puis en complexité de vin. Des années comme 22, on a vendangé à 13,5 en vin clair. Donc, gros degré, on arrive sur des champagnes qui font presque 14,5. Ouais. Il n'y a pas d'acidité, mais il y a du degré. Donc, en fait, tu vas chercher l'équilibre ailleurs, quoi. Comment tu travailles en cuverie, on va dire, ou au chai, puisque tu vas être obligé de rebaisser un peu ton degré alcoolique ou pas? Parce que ton cahier des charges, Ah non, on assume. Ok. Des années comme 22, on a vendangé à traite, on a eu un contrôle, ils nous ont juste demandé de justifier le fait qu'on n'ait pas chaptalisé. Ok. On n'a pas chaptalisé, donc on va pas rajouter de l'eau. Hein. Oui. On n'est pas suicidaire non plus. Hein. C'est ça. Hein. Donc on fait avec le millésime, hein, mais en fait, c'est aussi, il y a aussi l'avantage d'avoir des vins de réserve. C'est que les vins de réserve, peut-être qu'ils peuvent être un peu plus faibles. Alors du coup, tu as des vins de l'année à 13, tu as des vins de réserve qui sont à 11, ça va permettre de baisser un peu ton degré d'alcool. C'est tout l'intérêt. Mais bon, des vins de réserve, nous, on n'en met pas non plus énormément. Ouais. Nous, on est entre 20 et 25% de vins de réserve sur 2 cuvées, hein, c'est pas énorme. Oui, non, ça va. Non. Ce qu'on veut, c'est refléter le millésime. Le millésime, Ouais. Donc, si tu viens le piper par tes vins de réserve, ça n'a plus aucun sens. C'est ça. Et puis nous, encore une fois, on n'est pas le négoce, quoi. Nous, ce qu'on veut, on veut pas faire un goût maison. Nous, on veut que chaque année, chaque vin soit différent, mais garde toujours la même philosophie. Ça, c'est très important. Donc, peu de vin de réserve. Mais l'idée du vin de réserve, c'est plus, d'autant plus que c'est des réserves perpétuelles, c'est de mettre en bouteille cette première vendange. Il y a toujours en mémoire la première vendange qui restera dans toutes les bouteilles. Okay. C'est un peu pour ça qu'on a créé les réserves perpétuelles. Les années où je peux ne pas débourber, je débourbe pas. Et les années où il faut débourber parce que c'est pas très propre, donc là, ça part en débourbage. Donc le débourbage, on met les jus dans une cuve et on attend que les matières épaisses sédimentent vers le bas pour enlever toutes ces matières impures et gagner en finesse dans le vin. Mais moi, c'est quelque chose, voilà, ça dépend des années. Donc ça part là, tout est vinifié en parcellaire. Je ne l'ai peut-être pas dit, mais on a 9 parcelles. Donc c'est pas énorme, mais ça fait des grosses parcelles. Et ça nous permet de vinifier tout en parcellaire. Et après, tu fais tes assemblages parce que tes cuvées ne sont pas forcément parcellaires. Non, j'ai tout en parcellaire. Mais en fait, il y a 2 parcelles qui sont mises à part. Une sur des meuniers, sur des argiles sur Marne, et puis une autre sur des pinots, sur des argiles plutôt riches. Okay. Là, c'est 100% barrique. Et les autres, soit je mets une partie en inox sur des cuves de meunier ou des cuves de pinot, et quelques barriques quand même pour voir un peu l'évolution chaque année de chaque parcelle. Et tes œufs, peut-être, qu'on aperçoit derrière, là? Allez, venez voir ça. Et les œufs, c'est du ratafia. Ah, c'est ton ratafia que tu as fait dedans? Mes ratafia. Tes ratafia. Je fais 3 ratafia. Ouais. Okay. Et en fait, moi j'aime le ratafia, j'adore ça. Et moi je fais 3 ratafia que en macération. Okay. Je t'expliquerai tout à l'heure. J'ai l'impression qu'on va le goûter. Vous allez les goûter. Ouais. Et toi, là c'est le rata de Meunier. Là. Et le grès, c'est des œufs en grès. Le grès ramène de la fraîcheur et de la salinité sur le ratafia, parce que je ne cherche pas du tout le côté oxydatif, moi, sur les ratafia. C'est quelque chose que je laisse faire aux autres, parce qu'ils maîtrisent mieux que moi. Et moi, j'aime bien respecter le fruit, il faut que ça claque, quoi. C'est pour ça que le grès est très approprié pour mes ratafia.